Le 26 août dernier, à Mougins, un chauffard percute et tue le gendarme Éric Commun lors d'un énième refus d'obtempérer. Ces derniers se sont multipliés ces dernières années, au point que l'on n'en dénombre pas moins de 25 000 par an. Un toutes les 20 minutes en moyenne. Comment peut-on lutter contre ce fléau ? Et jusqu'où les forces de l'ordre accepteront-elles d'être ainsi mises en danger avec toujours moins de considération pour leur intégrité physique et morale ? Hier soir, près de Cannes, un conducteur en état d'ivresse a refusé d'obtempérer. Il a percuté et tué un gendarme. Il était 20h40 sur le territoire de la commune de Mougins, à l'entrée de l'autoroute A8, au niveau d'une zone commerciale où les contrôles routiers sont réguliers lorsque le drame s'est produit. Le policier a voulu faire son intervention et le chauffard, lui, a fait un refus d'obtempérer. Il l'a fauché de plein fouet, quoi. Hier soir, 20h40, la nuit tombe sur Mougins, lorsque 7 voitures forcent un contrôle de la brigade motorisée dans cette zone commerciale. L'adjudant Éric Commin, 54 ans, est percuté. Les secours ne parviendront pas à le réanimer. Voici les images des quelques secondes qui ont précédé la mort de l'adjudant Commin. Le gendarme de 54 ans et ses collègues procèdent à un contrôle routier. Ils ordonnent à des automobilistes de s'arrêter et limitent la circulation à une seule voie. Ils sont parfaitement identifiables, donc jusque-là tout est parfaitement conforme. Et vous avez ce véhicule-ci qui va déboîter, qui va sortir de sa trajectoire. Et il percute de plein fouet ce gendarme placé le plus à droite. Le suspect affirme n'avoir pas vu le gendarme sur la chaussée et, pris de panique, avoir quitté les lieux. Pour moi, c'est pas un accident, quoi. Quand on voit un barrage de gendarmerie, ça se voit de loin. C'est quelque chose qui est visible. Ils sont faits pour être vus. Les gens doivent s'arrêter. C'est pas au dernier moment qu'on s'aperçoit qu'il y a un contrôle de gendarmerie. Donc là, si la voiture, à toute vitesse, passe le barrage, percute un gendarme et le tue, pour moi, ça peut pas être un accident. Bon, c'est mon point de vue, bien sûr. Mais ça peut pas être un accident, c'est quelque chose de délibéré, c'est-à-dire que c'est fait volontairement. Sur ces images, on n'a pas l'impression que le véhicule ralentit, bien au contraire. On voit qu'il y a une trajectoire qui reste quand même assez rectiligne et qui, en tout cas sur le plan des images, dénote plutôt qu'il y a accélération plus que décélération. Le gendarme, je vous dis, il était en face de moi, 5 mètres de la voiture, il lui a fait signe de se mettre sur le côté et vraiment c'est flagrant. Ah oui, non, c'est flagrant, il a mis un pied plancher, il l'a écrasé et il s'est enfui, quoi. Franchement, ça s'est passé 5 secondes, c'est le gros maximum, quoi. Il a été interpellé à Cannes à 4h05 précisément par les gendarmes de la brigade de recherche. Selon sa déclaration, il comptait se rendre au commissariat. Mais tout ça est à prendre avec beaucoup de prudence parce qu'il a bien été interpellé. Il ne s'est en aucun cas constitué prisonnier. Cet homme en garde à vue ici à la brigade de gendarmerie de Cannes a été interpellé vers 4h du matin alors que sa famille venait de le convaincre de se rendre. Il était en chemin quand les policiers, grâce à la géolocalisation de son portable, l'ont cueilli dans une rue de Cannes, puis remis aux gendarmes qui mènent l'enquête. Le ministre démissionnaire de l'Intérieur a indiqué qu'il s'agissait d'un délinquant de la route déjà connu pour des refus d'obtempérer. Le chauffard présumé, un Cap-Verdien de 39 ans, situation régulière en France, détenteur d'un permis de conduire valide, était, semble-t-il, hier soir sous l'emprise de l'alcool quand il a percuté le gendarme. Le suspect en garde à vue est un Cap-Verdien né en 1985. Il possède un titre de séjour valide d'une durée de 4 ans qui court jusqu'en janvier 2026. Il était connu des services de police et de la justice, principalement pour atteinte aux personnes et pour infraction à la circulation routière. Il a été condamné 10 fois déjà, notamment pour délit de fuite en 2012, pour conduite sans permis en 2014. C'est un problème qui a explosé au moment du Covid, où il y a eu un accélérateur, si on peut parler comme ça. Moi, ce qui me frappe, c'est que cette personne qui a été 10 fois condamnée, que la France lui a ouvert les bras pour l'accueillir pendant 4 ans, c'est une personne d'origine capverdienne. Et ce qui paraît ahurissant, c'est qu'après 10 condamnations, cette personne ne s'est même pas vue retirer sa carte de séjour. On peut clairement dire qu'il s'agit d'une tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il n'y a a priori pas d'ambiguïté, en tout cas l'intention était là, oui. On compatit aussi avec la famille parce qu'on a tous, tous les policiers ont connu un collègue, soit qui s'est suicidé, soit qui est mort en service. Et donc on connaît un peu ce genre de situation, c'est assez compliqué parce qu'on sait tout ce qui va en découler derrière. Voilà quelqu'un qui est multirécidiviste, donc qui a été condamné à plusieurs reprises, qui a été manifestement plusieurs fois
incarcéré, vraisemblablement, pour les délits qu'il a commis, qui est ressorti. Et donc, ça, si vous voulez, infuse quand même dans l'opinion publique l'idée que, finalement, la justice ne ferait pas son travail à la hauteur de ce qu'attendent les citoyens. Il faut réfléchir sur ce qui s'est passé et comment faire en sorte qu'on sorte, en tout cas, des schémas et dans lesquels on est, qui font que les politiques de sécurité et les politiques pénales, qui sont d'ailleurs en parallèle et qui jamais ne se concertent, les deux ministères de l'Intérieur et de la Justice. Il faut sortir de ce modèle. C'est un modèle du XXe siècle, c'est un modèle dépassé. Tout en respectant l'autorité de la chose jugée, les décisions de justice, il faut que les politiques de sécurité et les politiques pénales s'élaborent conjointement. Tout ça repose sur une politique des quartiers où vivent la plupart des jeunes gens en question, politique qui fait que depuis 40 ans, on commet un contresens absolument énorme en disant que ce qui pacifiera et fera plaisir ou sera utile à la majorité de la population de ces quartiers-là, qui en gros attend rien d'autre qu'on lui fiche la paix et de mener ses petites affaires comme elle l'entend, par rapport à la minorité dans ces quartiers-là, qui est une minorité criminalisée, une criminalité qui se livre au trafic, une minorité criminelle qui se livre au trafic, une minorité à qui on peut déverser tout l'argent qu'on veut et améliorer et repeindre tous les immeubles qu'on veut, ça n'aura aucun effet sur elle. C'est-à-dire que la politique de la ville est sans effet sur la minorité criminelle de ces quartiers-là. Ça fait 40 ans que la justice, aidée par les politiques, ont un seul but, c'est de n'envoyer personne en prison et de faire libérer le plus rapidement possible ceux qui y sont. Voilà, ça date, oui, d'environ 40 ans, et il y a toute une série de mécanismes qui ont été mis en place depuis les années 80-90, de libération anticipée, de non-envoi en prison de personnes pourtant condamnées à de la prison ferme. Moi, j'ai été blessé sur un refus d'obtempérer à la jambe, d'abord je m'en suis jamais remise, au mollet. J'étais sur un saucissonnage, on nous appelle, puis je cours après le gars à pied, et le gars monte dans une voiture, je vois le véhicule qui du coup vient dans ma direction, et je sors mon arme. À l'époque c'était un Manurin, donc c'était un revolver, c'est un barillet, non pas les pistolets automatiques qu'on a aujourd'hui, et je me vois en train de le tenir en joue et de crier arrête-toi, et je me souviens du marteau qui se lève, et donc j'allais tirer, et le quart de seconde de réflexion que j'ai eu, c'est j'ai un collègue de la BAC qui a tiré à Goussainville il y a 3 mois, et il vit un enfer. Ma vie sera plus la même, donc je lâche, je saute, et le véhicule percute mon mollet. Mais il est certain que dans la mentalité des gangsters, le policier, d'abord c'est un ennemi. C'est un ennemi, un empêcheur de tourner en rond, parce que c'est celui qui va vous empêcher d'aller agresser les gens, d'aller cambrioler, d'aller voler, d'aller violer, tuer éventuellement. Donc le policier, le gendarme, ce sont des ennemis. Et c'est vrai qu'il y a dans la mentalité des délinquants l'idée selon laquelle le policier, il a choisi, il avait qu'à faire autre chose, tant pis pour lui. Le gendarme, c'est pareil. Le gendarme, il avait qu'à pas être gendarme, et c'est tout. S'il est gendarme, il a choisi son camp, et le fait de risquer sa vie, ça fait partie du métier, et s'il meurt, c'est le risque du métier. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. 2 motards de la gendarmerie qui poursuivent à contresens un homme en scooter. La scène se déroule en plein après-midi à Colmar. L'individu qui commet un refus d'obtempérer prend dès lors la fuite à pied. Il est ensuite poursuivi par un automobiliste qui l'a percuté et les forces de l'ordre. Interpellé, l'homme de 36 ans serait très connu des services de police. On est tous aujourd'hui formés à ne pas tirer. On ne pense plus à la vie d'autrui, parce que quand on tire, c'est pour sauver soit sa vie, soit celle d'autrui, c'est le cas de la légitime défense. Là, on ne pense pas à sauver la vie d'une pauvre gamine qui va traverser la rue, on ne pense pas à sauver sa propre vie, on pense tout de suite aux conséquences de notre tir. Et c'est ça qu'il faut changer, parce que nous sommes la seule corporation où on a un quart de seconde pour réfléchir, et quoi qu'il arrive, on aura des politiques ou des juges assis au fond de leur canapé, qui vont nous expliquer comment il aurait fallu faire à ce moment-là. On va voir les GPN qui va nous placer en garde à vue et qui va nous mettre la pression, qui va nous prendre une prise de sang pour savoir si on n'a pas consommé. Voilà.
la charge de la preuve, on va tout de suite mettre la pression sur le policier. Il a tiré, il faut lui trouver quelque chose. Et aujourd'hui, de mon point de vue, les policiers ne peuvent plus défendre la population. Voilà. Aujourd'hui, le danger, c'est plus le voyou qui est en face. Le danger, aujourd'hui, c'est le juge, c'est l'administration, c'est le journaliste, c'est les politiques qui vont vous appuyer sur la tête si vous avez tiré. Donc votre seul choix, c'est soit partir entre 4 murs, soit partir entre 4 planches. Alors ne tirez pas, voilà. Et la plupart des policiers ne tirent pas. Au fond, le citoyen lambda, normal, pardon de parler aussi crûment, il s'arrête. Je veux dire, Samia, vous, moi, quand on a un policier devant nous qui nous dit de nous arrêter, on se range, on s'arrête. On commence pas à faire le cow-boy et à foncer dessus. Donc, qui ne s'arrête pas? C'est toujours la même chose. C'est les mafieux, c'est les voyous, c'est les gangsters, en fait. Sinon, on s'arrête. Enfin, qui ne s'arrête pas? Je veux dire, qui ne s'arrête pas face à la police? C'est ça qui est ahurissant. Et c'est vrai que c'est forcément qu'on a quelque chose à se reprocher. Et si vous voulez, moi, j'entends tout ce qu'on dit à chaque fois, la politique de l'excuse. Mais là, il n'y a pas d'excuse, en fait. Il n'y en a pas. Et donc, c'est vrai qu'après, on se retrouve avec des policiers qui se retrouvent, comme pour les rodéos urbains, en se disant, oui, mais si jamais je le poursuis, si jamais il se casse la gueule, si jamais il se tue, ça va être de ma faute. Et ben, on en crève de ça. Il faut bien comprendre que pour une catégorie de personnes qui vivent chez nous, sur notre territoire, la vie humaine n'a pas la même valeur. Et la vie humaine d'un gendarme, d'un policier, ça ne vaut rien, quoi. C'est comme un jeu, c'est comme un jeu vidéo. J'avais fait des stages sur ma chaîne YouTube Touche pas mon flic, où je mettais des journalistes et des contradicteurs, mais je trouve très peu de contradicteurs qui veulent le faire, et je vous mets en situation réelle. Et vous allez voir que vous avez un quart de seconde pour sauver votre vie, et que vous n'allez pas, peut-être pas réagir bien, et ça va vous emmener en prison. Alors quand un chirurgien se trompe, un médecin se trompe, un juge se trompe, et pourtant lui il n'a pas un quart de seconde pour se tromper, hein. Il a du temps pour se tromper. Ben, quand il se trompe, lui il n'a pas vraiment de conséquences. Le policier, lui, n'a pas le droit de se tromper. Emmanuel Devilliers, on doit durcir les sanctions? C'est le moins qu'on puisse dire. Ces refus d'obtempérer, ce sont la face apparente de l'iceberg de toutes les incuries, les défauts d'assurance, les défauts de permis. Non, il faudrait une révolution judiciaire en la matière. C'est pas simplement un ajustement. Il faut revoir totalement les choses. Il faut sans doute envoyer le curseur, parce qu'il y a toujours un effet de balancier dans le sens inverse d'une fermeté extrême, avec la possibilité de mettre hors d'état de nuire sur le champ, à l'appréciation des forces de l'ordre, et puis des niveaux d'incarcération. Qu'est-ce que tu appelles hors d'état de nuire, c'est-à-dire? La possibilité d'ouvrir le feu, évidemment, de manière mortelle, puisque là, c'est le policier c'est le gendarme qui a été assassiné. Oui. Non, il faut aller très très loin. C'est à l'appréciation du policier, c'est compliqué sur une fraction de seconde. Hein. Bien sûr, mais il faut arrêter d'être dans cette culture, comme on le dit, de l'excuse, dans cette culture de la mansuétude, de la victimisation, parce que les forces de l'ordre ont droit, dans la difficulté de l'exercice de leurs fonctions, ont droit au moins à cette protection de leur vie. Qu'ils soient majeurs ou mineurs, on l'a vu encore à Clamart, la nuit du 3 au 4 juin, où un jeune homme de 14 ans, au volant d'une voiture volée à 2h50 du matin, a pris la vie d'un homme de 34 ans. La clé d'étranglement que Castaner a enlevée aux policiers, c'est-à-dire quand vous battez, vous devez d'abord réfléchir à ne pas blesser le voyou. On rentre dans un système complètement fou. Attention, je vais me battre avec un gars qui est plus gros que moi, qui est plus balèze que moi, mais je vais faire attention à ne pas l'étrangler. Donc là, maintenant, si c'était Panot, effectivement, je vais faire attention à pas trop le pousser si je me bats avec lui. Non, mais imaginez ces gens-là qui n'ont jamais vécu une situation de conflit ou de bagarre. Ils ne connaissent ça que par la télé, et par la fiction d'ailleurs. À chaque fois, je les invite. C'est pour ça que je disais, même pour les juges, les magistrats, il faut faire des stages, il faut vivre des situations pour comprendre pourquoi le policier réagit comme ça ou pas, pourquoi il a mal réagi. Ça peut arriver. Mais si demain, oui, vous avez un Mélenchon, je ne vois pas des policiers prendre des risques, mais de toute façon, c'est les instructions qu'ils auront. Arrêtez d'interpeller. Moi, je ne vois jamais, à moins qu'il y ait une récidive toutes les semaines, je dis bien toutes les semaines. Si vous voyez l'affaire Naël, il est interpellé déjà le week-end, 2 jours avant de faire son refus d'obtempérer, il est en garde à vue dans les locaux, dans les Hauts-de-Seine. Il devait être condamné. Malheureusement, il est parti entre-temps, mais il devait passer devant un juge. Quand on téléphone au procureur de la République, toutes les places pour une comparution immédiate le lendemain sont déjà à peu près toutes prises. Le déférer à la justice, c'est donc difficile. Et puis quand ils passent en comparution immédiate, ils prennent des sanctions qui sont relativement faibles et puis en général qui ne sont pas exécutées, qui sont vite transformées en... La prison ferme est transformée en bracelet électronique, donc ça les fait rigoler, quoi. Autrement dit, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de la police, ils n'ont pas vraiment peur de la justice non plus. On va vous dire que les prisons sont pleines, on va vous dire que la prison n'est pas la solution. Alors moi je me demande ce que c'est la solution. Elle est où ? 41% des personnes condamnées à de la prison ferme
ne vont pas en prison, ne mettent jamais un pied en prison. 41%. Vous imaginez, on est pratiquement la moitié. La France a un appareil régalien. L'appareil régalien est composé de la police, de l'armée, de la justice et de l'appareil pénitentiaire. Cet appareil, on n'est pas en Corée du Nord sous monsieur Kim Jong quelque chose, là, on est dans un état de droit. Dans un état de droit, il y a des codes qui vous disent comment vous devez vous conduire. Pour que tout ce qu'on a vu s'arrête au premier jour, à la première heure, il faut et il suffit d'appliquer le code pénal tel qu'il existe aujourd'hui, sans y ajouter et retirer rien. La ruse des gens qui nous gouvernent, quand quelque chose foire de manière irrémédiable, alors vous faites une nouvelle loi et elle n'est pas plus appliquée que les autres. Voilà, donc c'est pas la peine de faire une loi de plus. Je vous garantis que si le code pénal est appliqué, non pas de manière hystérique, mais simplement normalement, c'est quand même dur d'avoir le droit de respirer, quoi. Donc déjà ça, si on applique ces règles-là, eh bien, on a résolu 90% du problème. Depuis 20 ans, on a une multiplication des outrages, des rébellions. Certains disent oui, c'est la faute des policiers, violences systémiques. Quand il y a des violences systémiques et qu'il y a des brebis galeuses, elles sont expulsées de la police ou elles sont sanctionnées. Et il y a un travail à faire. Mais il ne faut pas confondre les trains qui déraillent, les 0,1%, avec les trains qui arrivent à l'heure. Combien de voyous aujourd'hui se sentent libres de pouvoir faire des refus d'obtempérer, de mettre en danger la vie des autres, puisqu'ils savent que la sanction sera moindre, voire aucune sanction, et que si par malheur ils sont interpellés, ils auront de toute façon la France insoumise qui leur dira que ce sont des victimes. Donc oui, bien sûr, tout changer, c'est d'abord politique, c'est aussi les juges. Moi, par exemple, avec mon syndicat, on avait demandé à ce que les juges aient des formations de légitime défense, de savoir ce que c'est d'avoir une arme. Parce que c'est pas contre le juge lui-même, mais qui peut savoir ce que c'est d'avoir une arme, qui sait ce que c'est que d'avoir un quart de seconde pour réfléchir. Nous, on est en colère. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. La voiture, ça a encore été démontré, c'est une arme par destination. C'est quelqu'un qui volontairement a tué notre collègue. Nos collègues, mes collègues, prennent des risques tous les jours pour assurer la sécurité publique. Et là, j'espère que l'ensemble de la classe politique, en tout cas, va présenter ses condoléances à la famille du collègue qui a été tué, à toutes les forces de sécurité intérieure, aux proches de la victime et au moins être à l'unisson pour dire que nous sommes là en permanence pour protéger la société, assurer la sécurité des Françaises et des Français et non pas encore tomber dans un débat qui ne soit pas à la hauteur, malheureusement, du drame qui vient d'arriver. L'état d'esprit des policiers et des gendarmes dans ces situations-là, c'est la lassitude. C'est-à-dire, on se dit, on arrête toujours les mêmes et puis à quoi ça sert? Donc c'est cet état d'esprit-là qui prime. On a vu des phases très limites. On a vu des policiers manifester, des fois en tenue, des fois avec leurs armes de service. Donc on était obligé d'envoyer la gendarmerie en se disant les deux seules forces de sécurité intérieure françaises qui sont plus ou moins face à face, et on se dit là il faut vraiment pas que ça aille plus loin. Mais ça paraît normal, hein, la tension qui pèse sur les policiers quand on voit des gars qui les prennent en photo à la sortie du boulot, qui les repèrent, qui vont chez eux, leurs adresses, l'école de leurs gamins, etc. Moi, je me revois jeune dans la police, où je prenais tous les risques. Aujourd'hui, forcément, les anciens essaient de tenir le jeune comme à l'époque. Mais pourquoi? Voilà, on se dit pourquoi je vais courir derrière ce voyou? Pourquoi je vais risquer ma vie? Pourquoi je vais risquer... Les policiers, ils appartiennent au même monde que nous, ils ont des familles, ils ont beaucoup de choses à perdre. Et donc, soit ils vont arrêter de faire ce métier, soit ils vont le faire avec de plus en plus de douleur, et soit ils vont essayer de se rebeller contre ce qui se passe. Ils vont arrêter d'accepter d'être les médecins urgentistes du fameux vivre ensemble. J'étais il n'y a pas longtemps avec un collègue, on m'en propose un autre, je vois le gaillard, le gars qu'on se dit il a envie d'aller en bac, qu'il a envie en SI, qu'il a envie d'interpeller, qu'on voit que c'est un sportif. Et je lui fais t'es où toi? Il me dit moi attends, moi je suis dans un bureau. Il me dit oh là là. Je suis dans un bureau maintenant, moi j'ai une petite gamine, j'ai une femme, je prends plus le risque, je vais dans. Je dis non mais t'étais pas rentré pour ça. Il me dit Bruno, c'est mort. C'est mort, je ne vais pas me mettre en danger ma famille, mes proches. Voilà, donc moi j'ai envie d'interpeller, je suis sur la voie publique. Je ne pourrais pas me retenir de dire on va le laisser partir celui-là, on va y aller.
Sauf que si j'y vais et que je suis filmé parce que je l'ai trop secoué, si le gars trébuche, se cogne la tête, on va dire que c'est moi qui l'ai poussé, ou si je lui mets un coup et qu'il trébuche, je serai mis en examen. Bruno. Dans mon bureau, je commence, en plus j'ai des horaires sympas, on me rappelle pas quand il y a des emmerdes, bref. Et c'est malheureux, mais c'est là où on va. Moi, les policiers, je les admire, les gendarmes aussi. C'est bon, peut-être parce que j'ai été flic, hein, c'est pour ça. C'est sûr que je les vois avec vraiment beaucoup d'affection et beaucoup de respect, parce que je sais que si on leur dit d'aller, ils iront. Si demain M. Mélenchon est Premier ministre, j'aimerais... Moi, le ressenti, c'est que les policiers ne feront plus rien, puisqu'on leur demandera de toute façon de ne plus rien faire. On ne demandera plus d'interpeller, ça sera le chaos, quoi. Le malheur de ça, c'est que les policiers qui ont une abnégation incroyable et qui eux se sacrifient pour leur pays, en pensant se sacrifier pour leur pays, malheureusement, ils sont les remparts de l'État, les derniers, et ils servent un régime qui ne sert pas du tout leurs intérêts et qui ne défend pas du tout la même vision de la nation. Le syndicat, il fait votre carrière. Vous voulez muter, il faut être syndiqué. Vous voulez prendre du galon, il faut être syndiqué. Et si demain tu fais une connerie, il vaut mieux être syndiqué. Donc le policier, il n'a pas le choix. Et les mecs comme moi qui sont rebellés en allant au syndicat France Police, policiers en colère, alors moi je passais dans les commissariats, on me tapait dans le dos, on me serrait la main et j'ai dit inscris-toi au syndicat. Ouais, attends, si je m'inscris à France Police, policiers en colère, ma carrière elle est foutue. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est partout, hein. Allez à la Poste, à la SNCF, machin. Enfin, si vous êtes contre la CGT, je peux vous dire que vous allez avoir des problèmes. Donc c'est comme ça. S'il y a une vraie réforme à faire aujourd'hui, c'est la réforme du syndicalisme en France. D'abord, ils ont essayé de m'acheter. Hein. Ils m'ont proposé, vous lirez ça dans le bouquin, ils m'ont proposé un pont d'or pour rejoindre les syndicats majoritaires, voiture de fonction, même le conseil économique et social à 4 000 € de plus par mois, le grade de major RULP en 5 ans. Enfin voilà, ils m'ont tout promis. Si je fermais ma gueule. Et là, je regrette. Non, je regrette pas.